Faut-il aller sur Iveco Group comme le font Mid d'Indépendance AM? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du constructeur de poids lourds et d'autobus. Donc c'est plutôt une boîte industrielle. On voit que bon, c'est une introduction en bourse finalement assez récente, hein. Ça a été introduit en bourse en 2022. Donc comme d'habitude, les IPO ça pump un peu au début, puis après ça se crache. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre quelques publications avant de rentrer sur une boîte nouvellement introduite. Depuis le point bas, on a quand même fait x5, x4, pardon. Donc c'est pas mal, hein. C'est un peu volatile, mais c'est sur un vrai trend haussier. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, en médiane, c'est 10,3%. Plutôt une bonne croissance. Après, ça a quand même bien décéléré, ça continue de décélérer, hein, depuis quelques trimestres. Là, on est sur un glissement annuel, on est sur -8% quasiment à mars 2025. Donc attention, on fait de la décroissance là. Ça, c'est pas facile quand on fait de la décroissance de conserver les parts de marché et de maintenir les marges stables. Donc ça, c'est un point de vigilance. Un peu d'acquisition à signaler, 332 millions. C'est pas incroyable comparé à la market cap. Donc c'est un petit plus, mais c'est pas ça qui booste la croissance. Et pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas de croissance. Bon, allez, les taux de marge, malgré tout, alors, taux de marge brut en augmentation, ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA en baisse, et ça, c'est moins bien. Ça veut dire que même si on arrive à maintenir les prix, ou voire peut-être à les monter un petit peu, il y a une perte d'efficience opérationnelle qui s'est produite sur les 6 derniers mois qui sont dispo ici. Ouais. Donc, bon, on passe de 8,8 à 5,7, c'est quand même important, hein, donc il faut aller voir ce qui s'est passé du point de vue des opérations. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'a pas impacté le taux de marge net. Lui, il est haussier d'ailleurs, il est quasiment au plus haut, ce taux de marge net. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des free cash flow, des marges de free cash flow plus élevées? Non. En revanche, ça c'est moins bien. C'est pas grave si on a des taux de marge qui sont pas très élevés. En général, il faut avoir un asset turnover donc c'est-à-dire une rotation d'actifs qui soit en augmentation, enfin, qui soit assez élevé pour que ça soit rassurant. Mais c'est pas vraiment le cas ici, hein, non plus. Donc, on va aller voir la rentabilité après. Bon, ce qui est encourageant, c'est que le taux de marge net est en augmentation, mais il est quand même faible, hein. Donc, point de vigilance ici. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. En réalité, des free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Ça, c'est bien. Mais bon, on note quand même qu'il y a une tendance baissière sur les quelques derniers trimestres. Rien de significatif pour l'instant. Est-ce que c'est une boîte qui a BFR négatif? Non, hein. C'est typiquement pas le genre de business qui est dans ce cas-là. Dommage. Donc ça veut dire qu'on doit injecter du cash pour les opérations, hein. Est-ce qu'on a un espoir que ça s'améliore un petit peu? En cumulé, non, ça se dégrade. Le BFR est en variation positive depuis le début de la cotation, 9 milliards. Donc ça impacte les cash flows opérationnels et la dépense en capital constante, les free cash flows, malheureusement. Si on regarde la dépréciation amortissement vs des dépenses en capital, on a des dépenses en capital qui sont massivement plus élevées que les dépréciations amortissement. Alors attention qu'il y a des oseurs dans le cash items, non, il n'y en a quasiment pas. Donc là, on est dans une boîte qui investit massivement dans son appareil productif. Donc pour l'instant, elle a beaucoup investi et elle fait de la décroissance. Donc peut-être un problème d'allocation de capital à ce niveau. Il faut aller questionner ça. Il vous manque l'explication, hein, pour savoir pourquoi les free cash flow ils sont plus élevés que les bénéfices nets ici, là. De ce qu'on voit ici, dans ce qu'on a ici, en CAPEX, en appréciation amortissement, on devrait avoir des bénéfices nets plus élevés. Bon, aller dans le tableau de trésorerie, retraiter tout ça pour savoir d'où est-ce que cette différence provient. Si on veut être raisonnable, en fait, on prendra plutôt le PER, si on a un doute. Mais sinon, avec les free cash flow, on sera plus gentil sur la valorisation. Bon, quand j'ai un doute comme ça, moi, je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. Après, l'EBITDA, c'est pas vraiment du cash, mais bon, c'est un proxy du free cash flow. Bon, donc, et on est plus haut dans le compte de résultat. Regardez, d'abord, on va aller faire un tour du côté de la rentabilité. Le rendement des capitaux investis, en médiane, c'est 14,9%, donc c'est pas mal. Bon, là, la trajectoire est pas encourageante, hein. On a vu, hein, les marges sont faibles, la marge nette est faible, la rotation d'actifs, elle n'est pas incroyable, hein. Ici, elle était en baisse aussi, hein, donc ça impacte la rentabilité, évidemment. Bon, on reste à 10,4%, qui est quand même un niveau raisonnable. On devrait voir bon, surtout si on regarde la croissance organique, hein, en médiane. Alors, en médiane, on est à 10,3, donc c'est équivalent, mais sur les quelques dernières publications, sur les derniers trimestres, on est à beaucoup moins que ça. Donc, en ce moment, l'entreprise doit dégager du cash.
excusez-moi, hop, on se remet sur le rendement des capitaux investis. Donc voilà, la trajectoire n'est pas engageante, on aimerait que ça se stabilise pour qu'on soit plus rassuré sur la trajectoire de l'entreprise. Bon. Ensuite, l'endettement. Alors la dette est un peu lourde, hein, 3 milliards de dettes, 847 millions d'EBITDA, plus de 3 fois l'EBITDA. Danger, il y a un free cash flow négatif en plus, donc la dette là, elle est pas couverte par les free cash flow. Donc là, il y a quand même un problème d'endettement, hein, qui est un peu lourd. Ponctuellement, c'est peut-être ponctuellement un problème d'EBITDA aussi, hein, puisqu'on voit qu'on passe de 1,4 milliard à 847 millions. Qu'est-ce qui a impacté l'EBITDA comme ça? Il faut les regarder. Mais si on était on va dire à l'EBITDA à peu près médian des dernières publications, 1,4 milliard, avec ça, la dette est soutenable, hein. Donc là, il y a ponctuellement peut-être un problème, hein. Il faut aller creuser en fait les dernières publications, les 2 dernières là, disponibles pour savoir pourquoi est-ce que ça chute comme ça. C'est peut-être que conjoncturel et pas structurel. Dans ce cas-là, il y a pas trop de problème si ça se rétablit par la suite. La rémunération de l'actionnaire. On va se mettre les dividendes. Hop, alors le rendement actionnaire est à 2,9%, composé intégralement des dividendes qui sont versés à crédit. Alors non, c'est pas composé de dividendes. En fait, le dividende sur 12 derniers mois à mars 2025, il fait 60 millions, ce qui est pas extraordinaire, hein. Ça fait 1,5% de rendement du dividende. Vous avez Là, il y a eu un peu de dilution. Bon, faut faire gaffe à l'échelle, hein, c'est pas énorme, hein, comme dilution. En fait, là, ça doit être, alors on sait jamais, sur Colfin, est-ce que ce sont des nouvelles actions qui ont été créées? Est-ce que ce sont des actions qui étaient en autocontrôle, qui ont été, émises, qui ont été remises en circulation, pardon? Faut voir. Mais rien de bon non plus, rien de significatif. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils rachetaient leurs actions en 2023. Ça ressemble quand même à des rachats d'actions et bim, elles sont revenues en circulation. Donc là, peut-être qu'en fait, oui, ils ont acheté pour les distribuer par la suite, hein. Et là, c'est peut-être le même phénomène que l'on peut constater ici. Donc au final, ça, c'est plutôt neutre. La rémunération de l'actionnaire n'est pas fantastique, mais de toute façon, elle est faite à crédit, donc on n'a pas de free cash flow. Voilà. Là-dessus, pas terrible au niveau de la distribution le retour à l'actionnaire. Si on regarde la valorisation, on se met en VE sur EBITDA, médiane 5, ce qui n'est pas très élevé, hein, mais ce qui est très raisonnable. Il y a eu une période où on était sous-coté, mais en fait, là, l'EBITDA, donc d'une part, la valeur d'entreprise, elle est montée en flèche, on a un endettement qui a bien monté, mais l'EBITDA en plus a bien diminué. Donc, temporairement, là, après la dernière publication avec un EBITDA plutôt faible, hop, le multiple est parti en flèche. Donc là, pour l'instant, ça a l'air un peu cher. Il faut mieux attendre les prochaines publications pour voir comment on se situe par rapport à cette médiane. Je pense que 5 fois la VE sur EBITDA, ça pourrait être intéressant. Et conclusion de ce dossier, je pense que c'est un dossier à mettre en watchlist et à surveiller. Il faut voir 2 points. Est-ce que l'endettement baisse? Est-ce que l'EBITDA monte? En gros, c'est est-ce que la dette nette sur l'EBITDA baisse? Donc là, il y a 2 facteurs, hein, soit la dette baisse, soit l'EBITDA monte, mais il faut rembourser la dette. De toute façon, il faut faire baisser le levier. Et est-ce que, du coup, mécaniquement, avec un EBITDA qui sera en hausse et une dette qui baisserait, est-ce que le multiple de VE sur EBITDA, lui, descendrait plutôt vers la médiane? Et là, je pense que ça serait intéressant pour peut-être creuser, peut-être ouvrir une position sur l'intérêt, etc. Pour l'instant, je pense que il faut surveiller cette entreprise, mais c'est encore un peu trop tôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.